Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième cours, troisième jour, troisième vidéo, dans laquelle nous allons parler de détermination comme promis. Alors, on va commencer par faire un point sur l'exercice d'hier. Alors, je sais que c'était dur, une vraie lutte intérieure pour ne pas lâcher. Si vous avez réussi, bravo, cela veut dire que votre niveau de détermination est assez important pour vous permettre d'atteindre tous les objectifs les plus ambitieux. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous n'êtes pas allé au bout. Si vous n'êtes pas allé au bout, sachez que c'est votre mental qui a lâché avant le physique. Alors je répète, c'est votre mental qui a lâché avant le physique. La preuve, s'il fallait tenir une minute de plus pour décrocher une prime de 5 000 €, eh bien vous auriez décroché cette prime de 5 000 € parce que vous auriez fait l'effort de tenir une minute de plus. D'accord? Vous aviez physiquement la capacité d'aller plus loin, mais votre mental n'était pas convaincu que vous pouviez réussir l'exercice et donc il a envoyé un signal en ce sens à votre esprit et en réalité, à partir de ce moment-là, c'était perdu d'avance. Quand vous envoyez ce type de signal à votre cerveau va agir négativement sur votre détermination. D'accord? Donc comme nous l'avons vu dans le précédent cours, il faut se mettre dans un état psychologique de réussite. Je ne vais pas essayer de le faire, je vais le faire. C'est largement possible. Je suis largement capable d'y arriver et ça rejoint encore une fois tout ce dont nous avons parlé dans le cours précédent. Ce que je suis en train de vous dire là tout de suite maintenant, c'est absolument pas de la théorie, c'est quelque chose que de nombreuses personnes pratiquent. Moi-même, quand je veux atteindre un objectif ambitieux, je me persuade que je peux atteindre cet objectif. Donc je me persuade avant d'essayer de persuader les autres, parce qu'en réalité, je suis en lutte constante avec moi-même. C'est-à-dire que ma petite voix intérieure qui va tenter de me contenir dans ma zone de confort. Et donc, je me persuade à moi-même et à cette petite voix notamment que je peux atteindre cet objectif-là. Et ça va avoir un impact psychologique et même physique sur tout. Au sport, au business, dans l'atteinte des objectifs professionnels, personnels, spirituels, etc. D'accord ? Alors, j'étais déjà conscient de toutes ces choses avant de rentrer dans la vie active, comme j'ai pu l'expliquer à plusieurs reprises. Mon parcours, c'est la preuve que tout est possible avec l'aide de Dieu si on avance en étant déterminé. Et quand je suis rentré dans la vie active, j'avais qu'un BEP comptabilité en poche et une première année de bac pro logistique. Et j'aimais pas du tout la comptabilité. Il me fallait un minimum, au minimum avoir bac plus 2 pour pouvoir intégrer le marché du travail, notamment le domaine du tertiaire. Et au départ, je convoitais un poste de conseiller clientèle ou de téléprospecteur. C'est un métier qui m'attirait parce que voilà, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir répondre au téléphone, conseiller les gens par téléphone, répondre aux questions et à leurs attentes. Et j'ai donc fait les causes pour arriver à atteindre cet objectif-là. Alors je sais que ça paraît pour certaines personnes, on dirait que c'est un objectif très atteignable quand on a fait des études, mais quand on recherche des offres d'emploi dans ce domaine-là et qu'on voit qu'il faut un bac plus 2 au minimum et que ce niveau d'études soit requis, ça paraît être quand même un objectif relativement ambitieux. D'accord? Donc c'était pas gagné d'avance. Ce type de société, encore une fois, ne recrutait que des bacs plus 2. J'étais absolument pas formé au métier et j'étais quelqu'un d'assez timide, même si ça peut sembler surprenant aujourd'hui. Mais j'étais déterminé. J'étais ultra déterminé pour atteindre ce poste et j'ai commencé à référencer toutes les boîtes d'intérim qui proposaient ce type de poste. J'ai contacté tous mes amis qui travaillaient dans des sociétés de télémarketing, des call centers, pour leur demander de me parler précisément, encore une fois la précision, précisément des missions qui leur sont confiées. Et j'étais déterminé encore une fois. Et je me souviens comme si c'était hier de mon premier entretien pour le poste de téléprospecteur ou conseiller clientèle. Le recruteur lit mon CV et me demande je vois un bac, je vois un niveau bac, est-ce que vous l'avez eu ou non? Donc je réponds non. Vous avez déjà travaillé dans le domaine du télémarketing? Alors non, je suis absolument pas, jamais travaillé dans le domaine du télémarketing, mais je suis ultra motivé même pour commencer aujourd'hui. Vous savez le genre de phrase qu'on dit quand on est à un entretien. Mais je l'ai dit avec beaucoup de détermination parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et donc là, la personne me répond, mais comment vous pouvez faire comment vous pouvez être motivé pour faire un métier dont vous n'avez aucune expérience et aucune connaissance? Et en fait, moi, j'avais une botte secrète. J'avais, encore une fois, réuni tous mes amis qui travaillent dans des call centers. Je les avais questionnés. Je savais précisément comment se déroulait leur journée. Limite, j'avais des scénarios de comment ça pouvait se passer avec les clients. Et donc, je lui réponds, voilà, j'ai vraiment aucune expérience, c'est vrai, mais je connais les missions qui sont confiées aux opérateurs. Certains font de l'émission d'appel, d'autres de la réception d'appel. L'émission d'appel consiste à prospecter les clients
ou des prospects par le biais d'une base de données que vous allez nous transmettre. Je sais exactement comment il faut commencer un appel, reformuler. Bref, j'avais déjà toutes les techniques parce que je m'étais déjà visualisé à travers les témoignages que m'en ont fait mes amis qui travaillaient dans des call centers. Donc je savais précisément quel était ce métier. C'est comme si je l'avais moi-même pratiqué. D'accord? Et là, donc le recruteur me regarde un peu bizarrement et me dit, bon bah je vois que vous êtes bien informé. Donc on va essayer de vous recontacter bientôt si votre candidature est retenue. Et ils m'ont contacté le même jour. D'accord? Donc la détermination. Ça s'est passé exactement comme ça avec la plupart des objectifs que je me suis fixés. Et si vous réfléchissez bien, vous voyez bien que dans votre vie, quand vous avez atteint des objectifs de manière exceptionnelle, eh bien ça s'est souvent passé comme ça. Vous étiez on ne peut plus déterminé. D'accord? Donc idem, hein, quand j'ai lancé mon premier business, c'était exactement la même chose. J'avais aucune expérience en matière d'entrepreneuriat, je savais que je pouvais créer une entreprise viable et je suis passé de 0 à 50 000 euros la première année, de 50 000 euros à 100 000 euros, de 100 000 euros à 250 000 euros, tout en faisant un métier qui me passionne aujourd'hui. Et plus j'évolue, plus j'augmente le niveau avec lequel je mets de la conviction dans mes actions et donc forcément ça a un impact direct sur l'atteinte de mes objectifs. D'accord? Alors pour en revenir à votre objectif à vous, parce que c'est de vous dont il s'agit, celui que vous vous êtes fixé lors du premier cours, donc vous devez absolument être convaincu au fond de vous-même qu'il est largement accessible et que vous allez y arriver. Donc maintenant, nous allons voir comment la détermination peut vous aider à faire face aux difficultés et aux épreuves. D'accord? Alors juste avant, j'ai préparé un extrait d'une interview d'Anne Romanoff que voilà, je ne vous présente pas, que vous connaissez sans doute. Vous allez vite comprendre pourquoi je vous demande toute votre attention et surtout pourquoi je vous propose ce témoignage bien spécifique parce qu'il est extrêmement parlant. Alors je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder ce témoignage. Là où vous avez commencé vraiment, et là on fait juste un court retour en arrière, là vous avez vraiment commencé à comprendre que vous aviez un pouvoir comique, même si vous en étiez à peu près sûr, mais quand même vous n'en aviez pas de prof, c'est au Club Med. Vous avez été animatrice au Club Med. Moi j'ai fait 1 mois et demi au Club Med l'été quand j'avais 21 ans. Et c'est là où ça s'est déclenché, vous vous êtes dit... Ah, en fait j'ai commencé à faire des sketchs quand j'avais 12 ans, devant de la famille, voilà. Et puis après j'ai pris des cours de théâtre, et dans les cours de théâtre on m'a tout de suite dit ça n'est pas du théâtre. Donc quand j'avais 15 ans et qu'on me demandait de faire des sketchs, je disais j'ai arrêté les sketchs. Ça me paraissait pas bien. Et comme j'ai eu tellement d'échecs dans les cours de théâtre pour être une comédienne normale, et on m'a vraiment pas voulu de moi nulle part, mais nulle part. Même quand les gens ils montaient des pièces pas payées, ils me demandaient pas. Même des courts-métrages gratuits. Et donc en fait, voilà, donc après j'ai fait Sciences Po et je prenais les cours de théâtre et je voulais toujours être actrice, mais ça marchait pas. Et donc j'ai eu la possibilité de partir au Club Med l'été. Là je me suis dit, je vais réessayer de faire des sketchs pour voir si ça marche. Voilà. Et en fait j'ai fait des sketchs. Et là ça a marché. Ça a marché, oui, les gens ont rigolé. Et après je suis rentrée. C'est même là qu'est née la fameuse Bernadette. Ouais. Au Club Med. Ouais, ouais. Et après je suis rentrée à Paris et j'ai repassé un concours de théâtre où j'ai refait des sketchs. Et là j'ai fait rigoler le jury, mais ils m'ont toujours pas pris. Et vous racontez même avoir envoyé 600 photos à tous les directeurs de casting de Paris pour être engagé quand vous êtes revenu du Club Med. Alors, vous êtes terrible, vous avez beaucoup d'autodérision quand même. Il y a des castings qui me disent oh, j'ai toutes tes photos. J'en envoyais. Je les envoyais pas 600 une fois, j'en envoyais tous les 3 mois. Là. Alors, première proposition, une fois que vous avez envoyé toutes vos photos, vous dites, c'est à Paris Match et à Marie-Claire que vous avez raconté ces anecdotes. Première proposition, le rôle de la servante moche, aveugle et sourde de Sarah Bernard. Ouais, et on m'a pas prise en plus. Après, on vous propose une pauvre fille qui tente de se suicider dans les toilettes et se rate en se prenant la chasse d'eau sur la tête. Oui. Là, c'est moi qui n'ai pas voulu. Ça, c'était quand même, j'avais passé tous les castings, j'étais enfin sélectionnée, j'étais face au réalisateur. Et il me dit, voilà, on a pensé à vous. Alors, moi, j'avais passé les essais pour jouer l'héroïne. Et il me dit, on a pensé à vous, c'est une fille, elle est un peu dépressive, elle s'attache à la chasse d'eau, et elle la reçoit sur la tête et ça marche pas. Et tout le film, elle cherche à se suicider, elle reçoit... Enfin, à chaque fois, ça va voir. Et j'ai dit, mais non, mais moi, je veux jouer le rôle principal. Et donc, j'ai rien joué du tout. Lelouch, Claude Lelouch, hein, qui vous contacte à l'époque pour un rôle de LED. Ouais, pour une fille moche. Pour une fille moche. Qui sortait avec Vincent Lindon, donc j'ai fait des essais. Et après, la fille m'a rappelé, Anne, vos essais sont formidables, mais malheureusement, on a trouvé une fille beaucoup plus moche que vous. C'est affreux, quand même. C'est affreux.
Donc elle a l'objectif d'être actrice, elle se fait refouler partout, disons les choses clairement, elle passe des castings pour être l'actrice principale et on lui demande, on lui propose plutôt un rôle de figuration et qui plus est peut la ridiculariser ou va la ridiculiser. Elle envoie plus de 600 CV, rien, refoulage sur refoulage. Mais elle sentait au fond d'elle qu'elle avait la capacité de réussir, elle croyait en son projet et la suite, vous la connaissez, c'est l'une des humoristes préférées des Français, elle gagne sa vie en faisant ce qu'elle aime. Bref, elle a atteint son objectif. Donc gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les meilleurs, encore une fois, ni les plus intelligents, ni les plus rapides ou les plus forts. Ce sont simplement les personnes qui sont les plus engagées dans leur projet. D'accord ? Suivre un but sans relâche et faire tout son possible pour le réaliser, c'est la clé. Je vous donne d'autres exemples, il y a cet homme qui fait faillite à 31 ans, se fait battre aux élections législatives à 32 ans, refait faillite à 34 ans, voit mourir sa petite amie à 35 ans, fait une dépression à 36 ans et il se représente aux élections locales à 38 ans mais est encore battu, se représente à celle du Congrès à 43 ans, il est battu, battu à 46 ans, battu à 48 ans et puis finit par devenir, alors il a essuyé plusieurs autres échecs et finit par être élu président des États-Unis à 60 ans. Cet homme, c'est Abraham Lincoln, celui que vous avez à l'image actuellement. D'accord ? Idem pour Edison, que vous connaissez sans doute et qui est l'inventeur de l'ampoule électrique. Qui s'y est pris à 10 000 essais avant d'y arriver et qui dit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 999 façons de ne pas inventer l'ampoule électrique ». C'est l'une de mes citations préférées parce que c'est vrai, quand vous vous fixez un objectif et que vous travaillez dur pour l'atteindre, même si vous ne l'atteignez pas, la situation dans laquelle vous vous trouvez sur la ligne d'arrivée est souvent, et même toujours, une évolution par rapport à celle dans laquelle vous étiez lorsque vous étiez au commencement sur la ligne de départ. D'accord ? Donc ne jamais lâcher, il faut que vous restiez déterminé, quelle que soit l'issue de votre projet, parce que la réussite se cache derrière l'effort, parfois derrière la difficulté. C'est la raison pour laquelle tout le monde ne réussit pas. C'est-à-dire que les gens, dès le premier échec, ils disent « vas-y, c'est bon, je baisse les bras ». D'accord ? Dès que ça devient un petit peu compliqué, on arrête tout. Or, c'est à ce moment-là, c'est au moment où ça devient un petit peu compliqué qu'il ne faut rien lâcher ou même redoubler d'efforts. Et normalement, si vous avez bien travaillé durant les premiers jours de Bouge ta vie, vous êtes plus que motivé pour atteindre votre objectif parce que vous avez une image claire de ce qui vous attend. D'ailleurs, nous avons fait un exercice super important. Nous avons créé des représentations visuelles de l'état dans lequel vous serez le jour où vous atteindrez votre objectif. Et cette image, elle est super importante. N'hésitez pas à la sortir à la moindre difficulté afin de vous souvenir plutôt de ce qui vous attend. D'accord ? Alors à propos de ça, il y a une histoire que j'aime partager tirée de l'expérience de Dick Tomey, l'entraîneur de l'équipe de football, enfin l'ancien entraîneur de l'équipe de football américain de l'université de Hawaï. Alors c'était quelqu'un qui était connu pour être un motivateur et donc il y a plusieurs histoires tirées de sa carrière, notamment celle que je vais vous raconter tout de suite. C'était quelqu'un aussi qui avait bien compris combien les représentations internes, donc l'exercice que vous avez fait au premier cours, pouvaient affecter les performances des athlètes. D'accord ? Lors d'un match face à une équipe d'une autre université, son équipe perdait 22-0. D'accord ? Donc les joueurs étaient complètement démotivés à la mi-temps, ils sont arrivés dans les vestiaires à une tête complètement démoralisée, et donc là, il les a regardés arriver comme ça, et il s'est dit... c'est soit j'arrive à les remotiver, soit ils ne touchent pas une balle en deuxième mi-temps. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti un panneau qu'il gardait depuis des années pour le sortir dans ce type de situation-là. Sur ce panneau, il y avait une série de photocopies, d'articles qui relataient l'histoire d'équipes qui avaient repris autant de points de retard en deuxième mi-temps, et si ce n'est plus, et qui avaient réussi à gagner malgré ce handicap. D'accord ? En faisant lire ces articles à ses joueurs pendant la mi-temps, il leur a insufflé quelque chose dont on a parlé dans cette vidéo et dans la précédente, la certitude qu'ils pouvaient encore gagner. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien l'équipe de Dick Tomey a tout simplement gagné 27-22. L'équipe adverse n'a pas marqué un seul point en deuxième mi-temps. En leur faisant lire ces articles, il leur a permis de créer des représentations visuelles de réussite et d'avoir la certitude qu'il était possible de gagner malgré l'écart de points. Après, il existe un autre moyen, si vous voulez, qui consiste à créer dans votre esprit des représentations visuelles de ce qui risque d'arriver si vous n'atteignez pas votre objectif, parce que
la peur de ce qui risque d'arriver peut également, pour certaines personnes ou dans certaines situations, générer un coup de boost. Alors, je vais vous expliquer en quoi cette technique consiste, mais juste avant, je voudrais simplement faire un arrêt sur image par rapport à cette technique qu'a utilisé Dick Tomey. Ce que je vous invite à faire, par exemple, quand vous avez un objectif à atteindre, c'est d'aller rechercher des histoires inspirantes de personnes qui ont déjà atteint cet objectif-là, alors que ce n'était absolument pas gagné sur le papier. D'accord? Alors, je vous ai parlé de mon expérience. Dans votre expérience, vous devez sans doute avoir des exemples similaires. Je vous donne un exemple qui me vient en tête comme ça. Parfois, les gens, quand on parle d'entrepreneuriat, sur l'un de mes autres sites internet dans lequel je parle d'entrepreneuriat, les gens me disent « Ouais, mais voilà, j'ai peur de ce qui risque d'arriver, justement. J'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Et donc, cette peur les paralyse totalement. Et donc, moi, ce que je leur réponds dans ces moments-là, souvent, ce sont des gens qui ont à peu près mon âge et qui sont parents. Je leur dis « Non, mais vous n'aviez aucune expérience de parent avant de vous lancer. » D'accord? Avant d'avoir des enfants, vous n'aviez aucune expérience similaire. Donc, est-ce que la peur de ne pas être à la hauteur vous a empêché de faire des enfants? Non. Vous êtes lancé et puis vous apprenez soit sur le tas. Alors moi, je conseille quand même de faire ce qu'on a vu dans le module, dans la première vidéo, c'est-à-dire d'accumuler un maximum d'informations sur la stratégie à adopter. On en reparlera aussi un peu plus loin. Mais concrètement, la peur de ne pas être à la hauteur ne vous bloque pas pour être parent. Vous vous lancez et vous apprenez sur le tas et finalement vous devenez de bons parents. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous et pour moi. Alors, maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Un autre exemple, c'est l'exemple de Barbara Corcoran, que vous connaissez aussi sans doute, qui est très connue dans le domaine du business. C'est une entrepreneuse à succès. Alors, son histoire est assez inspirante également. C'est une personne qui était en ménage avec son associé depuis un certain temps, et un jour, il vient la voir et il lui dit « Voilà, je te quitte pour me marier avec la secrétaire de notre entreprise. » Et là, donc, forcément, il y a un échange assez houleux, ils finissent par se disputer, et il finit par lui dire « De toute façon, tu ne réussiras jamais dans les affaires sans moi. » D'accord? Et donc là, elle raconte que cette dernière phrase a été un électrochoc pour elle. À partir de ce jour et de cette phrase, elle a tout fait, tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas échouer et donner raison à son ancien associé. D'accord? Et finalement, elle a réussi dans les affaires parce que voilà, elle était vraiment déterminée. Cette image négative qu'elle avait, donc lui a donné la motivation nécessaire pour atteindre son objectif. Et aujourd'hui, elle a créé une société qui vaut à peu près 6 milliards de dollars. D'accord? Donc on a déjà une représentation d'espoir dans notre esprit. Donc ce que je vais vous demander maintenant, et c'est l'exercice du jour, c'est de créer une représentation négative de ce qui risque d'arriver. Non pas si vous échouez, parce que comme nous l'avons vu, quand vous passez à l'action et que vous échouez, eh bien il faut continuer à avancer, parce que de toute façon ce n'est pas un échec, c'est une évolution par rapport à votre situation initiale. Ce que je vais vous demander de noter, c'est plutôt, et c'est décrit plus précisément dans l'exercice sous cette vidéo, c'est de noter ce qui risque d'arriver si vous ne passez pas à l'action pour atteindre cet objectif que vous êtes fixé. D'accord? Et vraiment, je veux que vous fassiez le même travail que celui que vous avez fait dans la première vidéo, c'est-à-dire donner un maximum de détails pour que vous puissiez vous construire le même type d'image, mais cette fois-ci une image négative de ce qui risque d'arriver si vous ne faites rien pour atteindre votre objectif. Et on se retrouve demain, donc faites l'exercice, c'est important encore une fois, ça va vous donner de quoi construire une détermination à toute épreuve, et on se retrouve dès demain pour le prochain cours.